Salut à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la TV, qui a un an maintenant. Alors un très très grand merci à tous. Et pour commencer l'année, il est l'un des auteurs français les plus lus et les plus joués dans le monde. Romancier, dramaturge, noveliste, réalisateur et même musicien, Éric Emmanuel Schmitt a accepté de livrer ses quelques conseils aux futurs écrivains. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Alors un balcon à Lyon, on peut dire que presque tout est parti de ce balcon. Ouais. J'ai passé mon enfance sur un balcon qui était sur la colline de Fourvière à Lyon, c'est-à-dire la colline qui domine tout Lyon et même la vallée du Rhône. Et j'étais comme ça un enfant qui avait le spectacle de la ville sous ses pieds, le spectacle de la nature aussi sous ses pieds. C'est-à-dire que j'ai d'emblée été un spectateur, et puis peut-être même un spectateur philosophe, parce que j'avais de la distance. Pourtant, à cette époque, vous vous rêviez plus en Mozart qu'en écrivain. Oui, je suis un musicien frustré. C'est-à-dire que l'art que je préfère, c'est la musique. Mais malheureusement, j'ai découvert que j'aimais plus la musique que la musique ne m'aimait. Et j'ai fait des études de musique, j'ai composé un peu, je joue du piano. Mais je manque d'imagination. Je n'ai jamais pu devenir le compositeur que je rêvais d'être. Alors qu'à côté, j'ai une imagination pour inventer des histoires, des personnages, des pièces, des romans, des nouvelles, absolument incroyables, dont je ne suis même pas responsable. C'est-à-dire que les idées viennent. Donc j'ai fini par comprendre que je ne devais pas être celui que je voulais, il fallait que je devienne celui que j'étais. Vous avez écouté les autres aussi. J'ai écouté les autres. Alors justement, à 11 ans, premier roman, La suite des aventures d'Arsène Lupin, et puis toujours à 11 ans, une révélation, Cyrano de Bergerac, vous allez être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Vous voulez être Ouais. Je vais au théâtre pour la première fois, je vois Cyrano de Bergerac, je suis bouleversé par cette histoire, je suis bouleversé par le destin de cet homme qui ne croit pas qu'on peut l'aimer. C'était pas du tout une problématique qui était la mienne dans mon enfance. Moi j'étais un petit garçon tout à fait aimé, et qui avait aucun doute sur sa capacité à inspirer l'amour, puisque je recevais de l'amour. Et tout d'un coup, je me passionne pour un homme qui me semble tellement plus fort que moi, tellement plus intelligent que moi, tellement plus à l'aise dans la parole que moi, Cyrano de Bergerac. Et cet homme-là croit qu'on ne peut pas l'aimer. Il est en plus interprété par Jean Marais. Et je pleure, et je suis bouleversé. Et ce sont des larmes totalement différentes des larmes de ma vie précédente, parce que ce ne sont pas des larmes sur moi, ce sont des larmes sur l'autre, des larmes de compassion. d'empathie. Des larmes d'empathie, des larmes philanthropiques. Et quand la lumière revient, je me rends compte que tous les adultes sont dans le même état que moi. Et je me dis, cet endroit est merveilleux, le théâtre. Et en sortant, je dis à ma mère, je veux faire ça plus tard. Quoi donc être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Et elle me dit, tu veux devenir acteur comme Jean Marais? Et je regarde l'affiche et je dis non et de mon restant. Parce qu'il m'avait semblé que c'était d'abord celui qui avait inventé l'histoire et les personnages, le dramaturge, qui avait fait pleurer tout le monde. L'adolescence, c'est une période où on est souvent un peu misanthrope, on est un peu exclu du monde. Est-ce que, on est malheureux, est-ce que l'écriture, la philosophie, ça peut permettre de mieux respirer, de se construire? L'adolescence a été une période très difficile. C'est d'ailleurs pour ça que je m'entends si bien avec les adolescents. Il y en a plein dans ma vie. Alors souvent, les adultes n'aiment pas les adolescents. Alors moi, j'adore. Parce que j'en connais toutes les couleurs, toutes les nuances. La misanthropie que vous évoquez, la révolte, mais aussi le contraire de la misanthropie, la volonté d'aimer les autres ou d'être aimé par eux. Voilà, il y a toutes les couleurs dans l'adolescence. Mais tout est ressenti très violemment, parce qu'on découvre absolument tout. Alors l'adolescence, c'est une période assez terrible pour moi, qui me conduit presque au suicide, parce que je n'en peux plus. Mais qui est une période qui m'a construit. L'homme que je suis est vraiment le résultat de l'adolescent à la fois enthousiaste et douloureux que j'ai été. Oui, on découvre des choses et puis malheureusement des rêves se referment aussi. Oui, l'adolescence, c'est une série de deuils. C'est tous les deuils qu'on faisait quand on était enfant, des avenirs qu'on s'imaginait quand on était enfant. Moi, petit, je pensais que je serais président de la République, prince d'Angleterre, archéologue, chanteur, danseur, écrivain, acrobate, médecin, vétérinaire, tout. Et l'adolescence, le goulot se referme, se resserre. On se rend compte que non, on va sans doute faire ça, parce que les études commencent à cerner les possibilités d'avenir. On se rend compte surtout qu'on va avoir ce corps-là et pas un autre. Il va falloir faire avec.
On découvre ses pulsions aussi, et la violence des pulsions, qu'elles soient des pulsions d'agressivité ou de désir par rapport aux autres. Voilà, il y a tout ça. Et on peut être blessé. Est-ce que justement un écrivain blessé va être plus sincère? Je crois que vous avez quelque chose contre les écrits qui saignent. Pour vous, la sincérité, c'est pas forcément être dans le... Non, c'est plus complexe que ça. Quand j'ai dit ça, que je n'aimais pas les gens qui prétendaient écrire des bons livres parce qu'ils racontaient leur vie et qu'ils étaient sincères, c'est que pour moi, écrire un livre, ce n'est pas être sincère, ce n'est pas être insincère, c'est écrire. La capacité d'organiser une histoire, d'organiser sa phrase et de raconter une histoire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Il y a deux sortes d'écrivains, les écrivains qui ont de l'imagination et ceux qui n'en ont pas. On peut être un grand écrivain avec de l'imagination ou sans imagination. Ce n'est pas un jugement de valeur que je suis en train de porter. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est la mode contemporaine qui consiste à dire « Ah, vous savez, il l'a vécu. Son livre est bien parce qu'il raconte ce qu'il a vécu. » Non. Le livre est bien si l'écrivain est bon. Et les plus beaux livres que je connaisse ne racontent pas la vie de l'écrivain qui les a écrits, mais racontent ce que son imagination a été capable d'élaborer. L'imagination révèle beaucoup de choses, c'est comme les rêves. Et l'imagination, en plus, à mon avis, est une révélatrice beaucoup plus sincère que la prétendue authenticité. C'est-à-dire, quand on dit « je », on se masque. Quand on s'exprime dans un autre corps, dans un personnage, ou sous un masque, comme au théâtre, eh bien, en fait, on peut tout dire parce qu'on est protégé. On ne commande pas ses pulsions créatrices, j'ai composé un drame, c'est du Shakespeare en moins prétentieux. C'est un personnage, quand même un tantinet prétentieux dans votre pièce Un homme trop simple, on en parlera tout à l'heure. Alors justement, est-ce que vous croyez au génie? Alors, à Dieu qui descend et qui murmure à l'oreille de l'artiste, de l'écrivain? Non. Par contre, je crois à l'inspiration, mais je ne sais pas l'origine de l'inspiration. Est-ce que l'inspiration, c'est Dieu? Est-ce que l'inspiration, c'est des réserves qu'on a en soi-même? Est-ce que l'inspiration, c'est une capacité de ressentir ce qu'il y a autour de nous? Est-ce que l'inspiration, c'est le résultat de tout ce qu'on a vécu et qui tout d'un coup trouve le moyen, trouve sa forme? Voilà, je ne sais pas quelle est l'origine de l'inspiration, mais je crois effectivement que pour écrire, il faut être inspiré. Je sais écrire sans être inspiré. Parce que je sais faire, je sais fabriquer. Et vous faites des études pour apprendre à fabriquer sans être inspiré. Voilà, l'œuvre arrive qui va parler aux autres quand on est inspiré. Il n'y a rien à faire. Est-ce que vous êtes confiant, toujours sûr du bon mot, du bon rythme? Est-ce que vous déclamez comme Flaubert? Je suis à la fois confiant et critique, autant l'un que l'autre. Confiant, c'est-à-dire que au moment de l'écriture, je ne me critique pas. Et ça, c'est un conseil que je vous donne pour tous ceux qui ont envie de créer, que ce soit en écrivant ou en faisant de la peinture ou en faisant de la musique. Il y a un moment où il faut ouvrir les portes et laisser passer. Et c'est là que l'essentiel va se faire. Et dans ces cas-là, il ne faut pas exercer la partie du cerveau critique qui va dire non, ça c'est pas bon, ça c'est pas assez bien, ça il faudra retravailler, etc., etc. Ou c'est pas de bon goût, non. Vous créez. Et après, une fois que vous avez créé, devant ce monstre que vous avez devant les yeux, vous pouvez maintenant exercer votre intelligence critique et se dire non, ça c'est pas sa place, ça c'est pas bon, etc. Il faut être les deux aussi intensément. Désinhibé. Avoir des pulsions. Pour créer, voilà, désinhibé, violent, primaire. Et puis, tout d'un coup, après, mais pas au même moment, après, sérieux, critique, remettant tout en question. Et quand vous vous relisez, vous vous dites pas « Oh là là, j'aurais dû faire ça plutôt que ça ». Si, souvent. C'est terrible. Alors, je suis incapable de me relire au sens... je suis toujours avec une oreille, parce que moi j'écoute les textes. Je suis toujours avec une oreille, et puis quand c'est bon, je dis « Ah !» et je me tais. Mais la plupart du temps, c'est... Alors l'amour, le bonheur, c'est des thèmes qui vous sont chers. Vous êtes en fait un écrivain soigneur, un petit peu. Ça, c'est une chose que j'ai découverte et qui au début ne m'a pas plu et qui maintenant est ma grande récompense. Assez rapidement, les gens m'ont dit « Merci ». Alors, au début, je me suis dit « Pourquoi ils ne me disent pas « Bravo »,« Merci ». Et puis ils ajoutaient « Vos livres me font du bien ». Et là, je me suis dit que c'était bien. Au fond, ce qui est important, ce n'est pas qu'on me dise que mon livre est bon, mais que mon livre fait du bien. C'est-à-dire qu'il sert à quelque chose. Et selon moi, la vocation de la littérature, c'est d'être utile. C'est d'apporter une meilleure compréhension du monde, c'est d'apporter
une consolation. C'est d'ouvrir de nouvelles perspectives. La littérature sert à quelque chose. Pour moi, la littérature n'est pas un art en soi. Je ne cultive pas le beau pour le beau. Pour moi, un livre doit nous rendre la vie meilleure, doit nous aider à être plus sages, plus intelligents, plus aimants. Un lycéen qui viendra vous voir, qui hésite entre le théâtre, le roman, la nouvelle, il n'a pas encore un genre très défini. Déjà, il m'est sympathique, parce qu'il hésite entre des choses que je désire aussi et que je trouve formidables. Enfin, il a une émotion à transmettre. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous le conseilleriez de la transmettre de façon originale? Il faut être original à tout prix en littérature. On ne doit pas décider d'être original, parce que à ce moment-là, c'est de la pause. C'est-à-dire, celui qui décide d'être original et qui fait des efforts pour être original, ça veut dire qu'il passe son temps à observer les autres, pour être différent d'eux. Donc c'est ridicule. Il faut être original pour la vraie raison qu'on est soi-même et pas un autre. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas rechercher la nouveauté, parce que la nouveauté, ça se démode, parce que la nouveauté, c'est copier immédiatement. Il faut être original au sens premier, c'est-à-dire être soi-même. Et ça, c'est la grande injustice. Parce qu'il y a des gens qui sont originaux et des gens qui ne le sont pas. Je suis désolé de dire des choses pareilles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des pensées banales, qui ont une observation du monde qui est banale, qui n'est pas singulière. Et puis, il y en a d'autres qui sont parfois d'ailleurs pas du tout des écrivains. On a tous des amis comme ça dont on adore entendre les récits parce qu'ils ne voient pas les mêmes choses dans le réel que nous. Voilà, et puis il y a des gens qui sont originaux. Alors, il y a des gens qui sont misanthropes aussi. Ça a été un peu le moins misanthropique. Il y a eu Alceste la bicyclette avec Fabrice Lucchini, vous l'avez vu? Non, pas encore. Et puis, il y a eu votre pièce qui est en ce moment... Il y a en ce moment, elle a été créée. Elle est donc Un homme trop facile, interprété par Roland Girotade de la Gaîté Montparnasse. Alors, en 2 mots, c'est Alceste, donc le misanthrope, qui apparaît lors de la première représentation dans les coulisses, dans sa loge, à l'acteur qui va l'interpréter. Oui, j'ai toujours été fasciné par ce moment où l'acteur est dans sa loge, en face de son miroir, et est en train de se maquiller. En fait, il est en train, non pas de changer de peau, mais de laisser entrer une autre âme dans sa peau. Et il la cherche dans le miroir. Là, j'ai imaginé que dans le miroir, le personnage qu'il doit interpréter apparaît. Et donc, Alex, le comédien, va rencontrer Alceste, le personnage. Et évidemment, ces 2 hommes sont très, très différents, puisque Alex est aimable, aimant, joyeux, trouve les occasions de rire lorsque quelque chose lui déplaît. Il est exactement tout le contraire d'Alceste, qui est un idéaliste, qui ne supporte pas les hommes tels qu'ils sont et qui estime que les hommes devraient être beaucoup plus grands, beaucoup plus nobles, beaucoup plus exigeants avec eux-mêmes. Alors voilà, ces 2 hommes qui n'ont rien en commun vont se rencontrer. Et alors vous êtes plutôt filin, vous êtes plutôt philanthrope. La pièce est plus complexe que ça. Alors oui, je sais que je donne l'impression d'être plutôt filinte, parce que je suis... le nombre de fois où j'ai lu cet adjectif dans les journaux, jovial. Mais non, au fond de moi, il y a un Alceste, comme au fond de tout homme. Qu'est-ce que c'est Alceste? C'est l'enfant qu'on a été, qui croyait que les hommes se comporteraient bien, qui croyait qu'il n'y aurait jamais d'entaille dans l'amour, qui croyait que la relation de base entre les personnes, c'était l'affection, c'était la paix. On a tous été cet enfant-là, on a tous été Alceste. Et puis on a été blessés parce qu'on a découvert que ce n'était pas vrai. Alors on change. Alors Alex, mon comédien, lui, il a changé en acceptant ça et en riant. Mais Alceste, lui, n'a pas accepté et donc est révolté. Révolté contre la médiocrité, contre l'injustice, contre l'absence d'exigence. Et ce que dit la pièce, c'est que ni l'un ni l'autre n'a raison. Ni Alex aimable, aimant, ni Alceste haïssant, parce que demandant trop. Il faut ces 2-là pour faire un homme complet. Ces 2 contrastes. Ouais. Alors vous êtes dramaturge, vous êtes romancier et vous êtes aussi cinéaste, vous adaptez vos romans. C'est difficile justement de passer d'un travail solitaire comme l'écriture à un travail collectif, de matérialiser son imagination. C'est un bonheur. Quand j'écris, je fais tout. Je fais les décors, je fais les costumes, je suis tous les personnages, je m'épuise. Et tout d'un coup, quand je fais un film, voilà, il y a le talent d'une habilleuse, d'un costumier, d'un décorateur, des acteurs qui appâtent leur chair, leur expérience.
J'adore l'expérience collective de la création. C'est ça un film. Et en même temps, j'adore et il faut vraiment que j'ai envie pour y aller. Car c'est un film, c'est plusieurs années de travail, c'est beaucoup d'obstacles, c'est de l'argent à réunir, c'est de l'argent à gagner aussi, parce que le film n'est pas rentable, vous n'êtes plus considéré comme bankable, comme on dit en français de Paris. Donc c'est vraiment un chemin de croix. Alors que l'écriture, c'est une merveille. J'ai besoin de quoi? D'un bout de table, de papier blanc et d'un stylo. Et je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'une bonne journée pour vous? Une journée qui comble vos attentes, une journée où vous avez eu de l'inspiration, ou vous attendez rien au contraire d'une journée? En ce moment, une bonne journée pour moi, c'est une journée où je me lève pas trop tôt, où je vais promener mes chiens 1 heure et demie dans la campagne, dans les champs, et où j'écris toute la journée jusqu'à 8 heures du soir, et après je retrouve les miens, en étant satisfait d'avoir bien écrit. Voilà, le bonheur, il est tout près. Le bonheur, il est là, mais c'est des moments que je dois défendre, parce que, vous savez, j'ai la chance d'avoir du succès, donc d'avoir une carrière dans 50 pays. Et donc, ces moments à la fois d'intimité, je dirais, affective, familiale, et puis d'intimité d'écriture, je suis obligé de les gagner contre l'invasion du reste. Et l'inspiration vient peut-être plus facilement, en plus quand les nerfs sont très exposés, quand vous êtes... Alors ça, oui, rencontrer autant de gens, c'est très inspirant. Donc, j'ai besoin que ma vie soit un peu schizoïde, comme ça. C'est-à-dire, d'un côté, je rencontre plein de monde, je voyage énormément, et puis après, une espèce de retraite pour réinventer et refiltrer tout ce que j'ai vécu. Le magazine s'appelle Caractère. S'il y avait un opéra, une musique, un livre, un mot pour qualifier votre caractère à vous? On a parlé de Mozart tout à l'heure. Ah oui, j'aimerais bien avoir quelque chose de mozartien, c'est-à-dire, pour moi, Mozart, c'est savoir qu'il y a des choses graves et malgré tout cultiver la beauté et essayer de faire les choses bien, l'air de rien. Merci beaucoup, Eric Emmanuel Schmitt. Merci.